le but de ma conférence, qui avait pour thème l'avancée scientifique de l'Afrique, c'était de montrer qu'on vous parle d'Einstein, on vous parle de Max Planck, mais aucun de ces gens n'a dépassé la science que vous avez dans le village, que le vieux a dans le village, hein, que nos temples ont. Cette science-là, elle n'a jamais été dépassée. Et que tout ce que nous avons encore à faire connaître, voyez, comme ça sert des enjeux qui ne servent pas nos intérêts, c'est pour ça que la chose demeure cachée. Mais dans tous les domaines, voyez, il ne faut pas oublier que la graine de l'arbre de la science et de la connaissance, c'est l'Afrique qui l'a plantée. C'est l'Afrique qui l'a arrosée. C'est l'Afrique qui a fait qu'elle a porté tant de fruits. Inventer les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le calendrier de 365 jours, la précession des équinoxes, les sciences que vous utilisez pour faire la caméra, l'informatique, les ordinateurs. Le nombre binaire informatique est né en Afrique. D'accord ? L'ordinateur, on le voit avec le Fa. Le Fa est basé sur les nombres binaires. Donc toute la culture africaine est fondamentalement scientifique. On nous éloigne de cette culture pour ne pas qu'on en fasse notre colonne vertébrale pour être debout. Sur le plan de la spiritualité, les pères de l'Église étaient tous africains. Alexandre d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Origène d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Ce sont des Africains qui ont pris le savoir des temples pour donner à des gens qui n'avaient pas de tradition religieuse, une tradition religieuse. Toutes les divinités que vous voyez dans la Bible sont des divinités africaines. Ce sont des divinités que les anciens utilisaient dans les cultes vaudous. On les a blanchis, ils font la même chose, mais vous ne voyez pas que c'est la même divinité parce qu'on ne connaît pas suffisamment nos fondements. Quand on a fait le rituel initiatique, on comprend des choses. Il faut se préparer pour aller faire le rituel. Il faut jeûner. Quand vous allez à la messe, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de jeûne. On peut aller danser dans une boîte de nuit et aller à la messe le dimanche matin. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est antinomique par rapport à notre tradition. Nous, on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos veines. On peut acheter à boire et à manger, mais il n'y a pas de magasin où on vend du sang. Ce sang-là vient de très loin. Et nous devons être fiers. Nous devons avoir notre colonne vertébrale et faire en sorte de ne jamais oublier qu'une pyramide, on dit qu'on a construit des pyramides, mais une pyramide, c'est des blocs de pierre qu'on a assemblés au même endroit. Chaque fois que nous sommes unis, nous sommes une pyramide. Vous voulez que nous soyons une pyramide? Soyons unis et nous serons une pyramide. Il faut faire deux choses. Il faut une reconquête économique. Parce qu'on a cédé trop de terrain sur l'économie. Les boissons dans les magasins sont pratiquement 99% des boissons étrangères. Les jeunes sont là oisifs. Les jeunes doivent pouvoir fabriquer leurs propres boissons. Et il faut faire des jus de plantes. Arrêtez de penser en jus de fruits. Parce que ces exploitations sont trop colossales. Avec les jus de feuilles, les jus de plantes, on peut faire d'excellents jus. Regardez le bissap, regardez le mojito, tout ça. Il y a beaucoup d'autres jus de plantes à inventer. Et les jeunes peuvent le faire. On n'a pas besoin de grand espace pour mettre une boisson à base de plantes. Ça, ce sont des choses importantes. Et la renaissance, c'est de ne pas oublier que la matrice humaine de la connaissance, elle est africaine. Et que quand on ne sait pas, on va chercher. On vous dit oui, on a inventé la semaine de 10 jours, mais la semaine de 7 jours, c'est pas nous. Je vous ai démontré que la semaine de 7 jours est arrimée aux 7 planètes, qui sont arrimées aux 7 notes de musique. Parce que l'Africain, quand il a découvert ça, il a découvert un ensemble de choses. C'est ça qu'on appelle le génie africain, que les gens célèbrent dans notre dos. D'accord? Pourquoi la situation est comme celle-là? Parce que la chose qui se passe, c'est que Dieu a donné aux Africains toutes les richesses de la planète, les autres n'ont que des miettes. Et quand ils sont parmi nous, c'est pour nous braquer, nous raconter des sornettes. Dieu serait pas bon avec nous, on aurait des divinités du diable et on aurait tout l'or, le pétrole, le coltan, tout ce qu'ils viennent chercher, tout ce qu'ils ont besoin comme énergie pour fonctionner, c'est nous qui l'aurions et Dieu ne nous aurait pas parlé, il serait pas bon avec nous et nos divinités seraient des mauvaises divinités. Mais vous voyez pas qu'il y a un problème? Le gars sort avec son église, il vient te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, mais en attendant, ce que tu as chez toi, il l'a pas chez lui. Et s'il est chez toi, c'est parce qu'il a pas ça chez lui, il est venu prendre ce que Dieu lui a pas donné. Après, il te dit, Dieu est bon. Dieu n'est pas bon avec tout le monde, manifestement, puisque lui, il a rien. Vous voyez, son sous-sol est vide. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la force pour voler ce que Dieu a donné aux Africains. C'est-à-dire que, vous savez, mon peuple a un genou au sol. Parce qu'on lui a donné tout simplement une lunette qui ne lui permet pas de voir clair. Il faut déjà voir clair en soi avant de voir clair. Quand tu vois plus clair en toi, c'est fini. Donc, la relève
de l'Afrique passe par le relève des individus. N'oubliez pas que dans le dos, il y a ça, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ce n'est pas simplement pour tenir le corps. Il y a une colonne vertébrale pour tenir le mental aussi. Et si on n'a pas de colonne vertébrale mentale, on ne sera jamais debout. On sera manipulable et manipulé par l'extérieur. Omotunde, c'est simplement parce qu'à 14 ans, j'ai demandé à mes enseignants quand est-ce qu'on va nous permettre d'apprendre l'histoire de l'Afrique. Arrivé au bac, j'ai vu qu'il n'y avait pas de projet d'apprentissage de rien sur l'Afrique. Moi, quand je suis parti faire mes études, je suis allé voir un vieux, je lui ai dit « Comment on appelle chez toi un jeune qu'on a voulu faire partir loin de ses ancêtres et qui a dit « Laissez-moi tranquille, je reviens vers mes ancêtres ». Il m'a dit, dans ma langue Yoruba, ça se dit Omotunde. Donc j'ai dit Omotunde. Après, le mouvement diopien a dit que quand les choses vont mal, il y a un individu auquel le roi fait appel pour expertiser le problème et trouver une solution. Cet individu s'appelle le Kalala. Tu es le Kalala du peuple noir. C'est pour ça que c'est Omotunde Kalala. Nous allons maintenant évoquer une innovation consacrée à l'homme et sa santé. Chaque année, des milliers de patients sont opérés avec l'aide de robots chirurgiens. Mais saviez-vous que l'un des plus performants d'entre eux a été conçu par un Français? Bertin Naoum, c'est son nom, a mis au point un robot qui opère le cerveau avec une fiabilité et une précision sans égale. Voici le portrait de ce pionnier de la robotique médicale. La robotique chirurgicale en Europe a trouvé son guide. Il est français, il s'appelle Bertin Naoum. Né il y a 44 ans au Sénégal de parents béninois, son parcours force l'admiration. À l'âge de 8 ans, il perd ses parents. Ce deuil, il l'affronte et se bat pour donner vie 30 ans plus tard à MedTech, une société cotée en bourse spécialisée en robotique médicale, un domaine en pleine expansion depuis les années 90. Ces robots aident au traitement de la maladie de Parkinson, de l'épilepsie et de certains cancers. Un prestigieux classement canadien le décrit comme l'une des personnalités les plus innovantes au monde, aux côtés de Steve Jobs et de Mark Zuckerberg. Comment le jeune Bertin, orphelin, est-il devenu pionnier de la robotique chirurgicale? Au début des années 70, toute ma famille est venue s'installer en France, en région lyonnaise. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai atterri en France, alors que j'avais à peine 1 an. D'un point de vue professionnel, il m'a fallu beaucoup de temps, comme beaucoup de jeunes encore aujourd'hui, avant de vraiment trouver ma voie. C'est la voie des sciences et des mathématiques qu'il suit. Un master de robotique en Angleterre et un diplôme d'ingénieur à l'INSA à Lyon en poche, il découvre que la robotique peut sauver des vies. J'ai participé à un projet de fin d'études en collaboration avec l'hôpital neurocardiologique de Lyon. Et cette immersion dans le secteur de la santé, à travailler aux côtés de chirurgiens, d'infirmières, etc., a été une vraie révélation pour moi et a suscité une vocation. Au-delà d'une vocation, Bertin Naoum a surtout un instinct. Pour lui, l'avenir de la médecine, c'est la chirurgie mini-invasive, une technique consistant à réduire la taille des incisions au maximum. Pour les patients, c'est moins de douleur, moins de risques d'infection, moins de saignements et des temps de récupération plus rapides. Contre toute attente, ces idées ne trouvent pas écho. Alors, il décide de créer sa société. En 2002, MedTech est née. L'entreprise, basée à Montpellier dans le sud de la France, donne naissance 6 ans plus tard à un robot. Et c'est une fille, Rosa. Le principe d'utilisation du robot Rosa est en 3 phases. Il y a une première phase qui va être la phase dite de planification. On va définir sur des images préopératoires du patient, IRM, scanner, exactement ce que l'on souhaite effectuer comme chirurgie. La deuxième phase, c'est la phase de mise en correspondance. C'est une technique automatique, sans contact, par laser, au terme de laquelle le robot va tout simplement apprendre lui-même où est le patient par rapport aux images préopératoires. Et la troisième phase, c'est la chirurgie. Rosa est tout simplement comme un GPS pour le conducteur d'une voiture. Le chirurgien lui indique où il veut aller et Rosa lui propose le meilleur chemin pour y arriver.
Rosa ne remplace pas le chirurgien, il l'assiste. Depuis 2008, le robot a été utilisé dans plus de 1200 opérations dans une vingtaine d'hôpitaux dans le monde, comme ici, à Vogtareuth, près de Munich, en Allemagne. Le centre hospitalier s'est doté du robot en août 2011. Bertin Naum a fait le déplacement. Il va assister à la pose intracrânienne d'une douzaine d'électrodes sur un jeune épileptique. C'est toujours un plaisir de pouvoir assister à des chirurgies comme ça et voir de façon très concrète la façon dont nos robots sont utilisés. Le docteur Manfred Kudernatsch est le chef du département de neurochirurgie de la Schön Klinik. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes le bienvenu. Il opère aujourd'hui un enfant souffrant d'épilepsie pour la première étape de son traitement. La pose d'électrodes, une opération servant à délimiter la zone malade. Cela démarre dans le bureau du chirurgien pour l'étape de planification. Le docteur Kundernatsch, entouré de toute son équipe, saisit dans le logiciel du robot la position exacte des électrodes à placer à partir des scanners du patient. Direction le bloc opératoire pour la deuxième étape de localisation avant l'intervention. Hello, guten Tag. Hello, excuse me. Le patient aujourd'hui est un jeune homme de 14 ans. Il souffre d'une épilepsie pharmacorésistante. On suppose qu'il y a une dysplasie corticale sur le côté gauche. Nous allons couvrir cette partie-là d'électrode avec le robot. L'épilepsie est une maladie neurologique chronique provoquée par des troubles de l'activité électrique du cerveau. Les électrodes posées ici serviront à enregistrer l'activité du cerveau afin de localiser précisément la zone défectueuse. Cette zone est appelée foyer épileptique. Elle sera extraite plus tard au cours d'une seconde opération. Une fois la mise en correspondance, la localisation du patient terminée, le guidage peut être lancé. Donc le chirurgien va sélectionner l'une des trajectoires qui a été définie et le robot va positionner automatiquement un guide à l'endroit précis et en accord avec la planification. Ensuite, le chirurgien va pouvoir insérer un instrument, une électrode, une aiguille à biopsier, un endoscope, à l'endroit précis tel que cela a été défini sur les images préopératoires. Lorsque l'on met cette électrode sur le robot, on a besoin d'au moins 20 minutes, alors qu'avec Rosa, seules 8 minutes sont nécessaires. Avez-vous eu l'occasion de revenir en arrière et d'opérer de manière classique pour ce genre d'approche chirurgicale? Non, je ne ferai plus ça. Ça me prendrait trop de temps. C'est sous les yeux de Bertin Naum que l'opération se termine. Tout s'est très bien passé. C'est presque un petit peu l'aboutissement de tous nos développements, l'occasion de pouvoir voir ce que font nos machines en conditions réelles. Nous ne sommes que des ingénieurs et donc on a besoin absolument du feedback et du retour des utilisateurs et des chirurgiens afin de pouvoir adapter nos technologies à leurs besoins. Mission accomplie pour Bertin Naum. Retour à Montpellier pour voir le dernier né de la série, Rosa Spine. Ce robot dédié aux interventions de la colonne vertébrale possède un système de suivi en temps réel, appelé tracking. Le chirurgien peut ainsi faire face aux mouvements involontaires du patient, dû notamment à sa respiration. L'un des développements majeurs que nous avons dû intégrer, c'est un système de suivi qui va faire en sorte que le robot va suivre en temps réel les déplacements de la colonne vertébrale. C'est ce que l'on voit ici. Le robot va se déplacer de façon à ce que la position de l'instrument soit toujours la même. La sécurité est à son maximum. Ce nouveau système dit de tracking est vraiment révolutionnaire. Mais jusqu'où ira Bertin Naum? Après la chirurgie crânienne, la chirurgie de la colonne vertébrale, je suis absolument convaincu qu'il y a plein d'autres domaines de la chirurgie qui sont potentiellement concernés par la robotique. Et j'ai bien sûr un certain nombre d'idées, mais wait and see.
une religion d'amour, l'islam. Écoutez, si c'est une religion d'amour, nous les Noirs, on n'a pas connu ça. Je le parle en tant que quelqu'un qui est né dans l'islam et tout ça. Mais avec ce que je vois aujourd'hui, je ne vois que le contraire. Okay? Nous les Noirs aujourd'hui, on n'a plus de dignité, on n'a plus de valeur, on n'a rien. On a quoi dans ce monde si ce n'est pas se planifier? On se déteste entre nous, on n'est pas unis. L'Afrique est découpée, déshumanisée. Hein? Donc au final pour l'Africain, est-ce bon d'être musulman ou chrétien? La religion des Africains, c'est notre unité, ça s'appelle le Vida. Vérité, unité, dignité, amour. Si nous ne nous aimons pas, si nous ne nous unions pas, si nous n'avançons pas sur la même direction pour libérer l'Afrique, les Africains, psychologiquement, on restera toujours l'esclave des autres. Parce que le Dieu il est pisano. Pourquoi il ne nous a pas créés musulmans? Pourquoi il ne nous a pas créés chrétiens? Pourquoi ce sont les chrétiens qui vont nous christianiser? Pourquoi ce sont les arabes qui vont nous islamiser? Pourquoi toute notre culture est arabisée et islamisée? Si vous partez aujourd'hui en Afrique, vous ne trouvez rien de culture africaine. Vous ne trouvez rien. Tout est arabisé ou occidentalisé. Pour être considéré comme quelqu'un de respectable dans les pays musulmans africains aujourd'hui, il faut laisser les barbes. C'est la wahhabisation. Les femmes noires voilées. Pendant que vous êtes là, vous ne verrez aucun arabe s'habiller comme les noirs. Que ce soit homme ou femme. Nous, on a tout abandonné. Nous, on a tout jeté à l'eau. Maintenant, aujourd'hui, là, pour t'habiller, il faut un blanc. Pour manger, il faut blanc. Pour te soigner, il faut un blanc. Tous nos savoirs ont été jetés à profit de ces gens-là. Maintenant, on se retrouve. On quitte en Afrique, on vient ici. On va vieillir ici. On est venu pourquoi? On va rester, on n'a ni l'argent, ni dignité, ni respect. On va vieillir et mourir. Et quand on va rentrer en Afrique, c'est notre corps qui va rentrer sans vie. Et qu'est-ce qu'on a foutu pour l'Afrique? C'est ça. Les Africains doivent savoir. Les frontières, nous devons les combattre. Ce n'est pas nos ancêtres qui l'ont mis. C'est les gens qui nous ont islamisés, christianisés, vendus, qui ont mis les frontières là. Nous devons les combattre pour être unis. Regardez Mali. Regardez le Mali, qu'est-ce qui se passe entre les Peuls et les Dogons. Ils vivaient ensemble, ça fait des siècles. Il n'y a jamais eu de problème. Comme ils veulent déstabiliser le Mali, on dit les Peuls les Dogons ont attaqué les Peuls. On veut nous mettre en communauté. Parce que pourquoi? Les Dogons, ce sont comme vous et moi. Ce n'est pas une ethnie. C'était des gens qui ont refusé catégoriquement l'islam. Dogon signifie Dougou. Dougou signifie la terre. En fait, c'est le seul communauté qui reste parmi les Noirs qui ne sont ni islamisés ni christianisés, qui sont basés sur leur culture. Et ça, il faut les exterminer, il faut les diaboliser, il faut mettre les Africains dos à dos. Okay? L'ennemi de l'Africain, c'est son idéologie aliénée. On est trop aliénés. Il faut qu'on se réveille. Notre religion, c'est notre unité. C'est la seule chose qui peut nous sauver partout et dans n'importe quelle situation. Vous voyez, si Dieu existait, si Dieu pouvait, si religion pouvait construire un continent, l'Afrique serait le continent le plus développé au monde. Mais on prend chaque année des milliards de Noirs prennent des milliards de footballeurs, de stars pour aller à la Mecque. Tous ces milliards-là que les Noirs dépensent à la Mecque. Et si on les mettait ensemble, on va faire des autoroutes entre Lagos, Johannesburg, entre Abidjan, Conakry, Dakar, partout en Afrique, on va avoir des trucs. Il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut qu'on se donne les mains. C'est ça le problème africain.